Bienvenue au balado Les solutions climatiques de la COP Carbone. Ici Olivia Vu, conseillère stratégique à la COP Carbone pour vous accueillir pour cette deuxième saison. Alors, ça bouge à la COP, ça brasse même, je dirais. Pour le coup d'envoi de cette nouvelle saison, je suis avec Pauline Robert, directrice générale par intérim de COP Carbone, et notre collègue Nicolas Potvin, directeur du développement d'affaires et des communications. Bonjour. Bonjour Olivia. Alors, ensemble, dans ce premier épisode, on va voir comment et pourquoi la COP Carbone est un allié pour accompagner les entreprises québécoises dans leur décarbonation. Comme tiers de confiance, les experts de la coop accompagnent vers la décarbonation de la société québécoise grâce à une expertise de pointe et des projets en gaz à effet de serre, en mobilité durable, en bâtiment et en biométhanisation. Alors, je vais d'abord m'adresser à toi, Pauline. Tu reviens d'une mission à Los Angeles où tu représentais la COP Carbone à la North American Carbon World Conference, désolé mon anglais, qui s'est tenue du 25 au 27 mars dernier. C'est ta 4e participation à cet événement où plus de 500 dirigeants de grandes entreprises, économistes et organisations comme la coop réfléchissent pendant 3 jours aux stratégies pour accélérer la lutte au changement climatique. Alors, comme organisation non gouvernementale, pourquoi la COP Carbone participe à cet événement international? En effet, on peut se demander pourquoi, en travaillant sur les gaz à effet de serre, on va se déplacer pour aller dans des événements comme ça. On en fait généralement 2 par année. On fait cet événement-là en Californie qui est concentré sur les marchés du carbone. Puis, on fait les COP aussi. Donc, cette année, on irait donc au Brésil à la COP 30. C'est important pour nous d'être à l'affût des, je veux dire, les tendances. Donc, on en est où dans le monde en termes de lutte au changement climatique? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que les autres organisations font? Mais aussi, qu'est-ce que les autres gouvernements font? Qui a le courage de faire le premier pas des fois dans des nouveaux secteurs? Nous, comme tu le mentionnais dans ton introduction, on est une organisation qui a une expertise très poussée. C'est important pour nous de toujours être justement à jour dans cette expertise-là. Donc, évidemment, qu'est-ce qui se passe à l'international, ça nous nourrit beaucoup. Il faut aussi être réaliste qu'on rencontre les délégations québécoises qui y vont. C'est là aussi où on fait des contacts souvent très profitables avec les gens qui travaillent pour les gouvernements, le niveau municipal, et puis aussi des entreprises qui viennent du Québec. Étonnamment, c'est beaucoup dans ces événements-là à l'international où on fait des contacts très concrets pour les solutions climatiques parce qu'on est tous mobilisés sur ce sujet-là pendant plusieurs jours. On s'est déplacé pour ce sujet-là. Donc, c'est souvent un endroit où les esprits sont très ouverts pour trouver des solutions ensemble, puis très focus sur ce sujet-là, plutôt que dans un événement, une rencontre d'une heure à travers nos agendas chargés. Donc, c'est très profitable pour du développement au Québec, alors qu'on est à l'international. Incroyable, comme un lac à l'épaule, Oui. mais uniquement dédié à l'environnement, Oui. mais hors de la routine quotidienne. En Exact. fait, hein. Très bien. Donc, et justement, là, cette fois-ci, tu y es allé. Quels apprentissages et constats tu retires de cette mission? Justement, c'est quoi l'acte courageux? Parce que mettons que l'actualité en ce moment n'est pas en faveur de l'environnement, on peut dire ça comme ça. En effet, ce qui était très intéressant pour moi cette fois-ci, c'est de voir que, bien, à l'international, justement, on a l'accord de Paris qui avance. On a l'article 6, c'est un peu technique, mais c'est le lien entre les États, plutôt, qui vont maintenant pouvoir se faire en termes d'échange de décarbonation. Si un pays fait des réductions, va pouvoir vendre ces réductions à un autre pays qui n'est pas prêt à faire ces réductions. Donc, ça s'est activé à la dernière COP. Donc, on en a beaucoup parlé. Ce que ça montre, c'est justement que la coopération internationale est prête à ça. On a beaucoup parlé de ça. Mais ce qui m'a le plus donné de l'espoir, j'ai envie de le dire comme ça, c'est que bien que les États-Unis viennent de sortir de l'accord de Paris, donc viennent de se désengager au niveau fédéral américain, les États qui étaient présents à la conférence étaient là pour dire « on va continuer ». C'est pas grave ce qui se passe au fédéral, c'est trop important. Les leviers des marchés du carbone
sont trop puissants, justement, fonctionnent tellement bien qu'on ne lâchera pas au niveau des États. Et ils s'attendent à avoir le même niveau d'engagement province par province au Canada, puis voir le même niveau aussi au Mexique. Le Mexique était là aussi pour nommer la mobilisation. Donc, cette mobilisation-là à une échelle qui se déplace, j'ai envie de dire. Ça va être moins les pays, mais ça va être plus les États, les provinces qui vont se mobiliser. Ça donnait quand même de l'espoir pour les prochaines années. Intéressant, donc vraiment ça grouille en coulisses en C'est fait, ça. Mm. vraiment. Et avant ton départ justement, Le Devoir a publié ta lettre ouverte où tu te positionnes contre la suppression de la taxe carbone au Canada. Donc peux-tu expliquer pourquoi c'est une très mauvaise idée pour les citoyens et citoyennes, un tel geste politique et économique? Oui, c'est à deux niveaux. À deux niveaux que c'est une mauvaise idée. C'est sûr que d'abord sur la lutte au changement climatique, là, on estime que cette décision-là, ça nous fait reculer de 10 ans dans l'avancement puis dans notre lutte au changement climatique. Donc, les impacts qu'on va commencer à voir de plus en plus, là, qu'on commence à vivre, les feux de forêt, les inondations et tout ça, c'est comme si on vient de se prendre 10 ans de plus de ces impacts-là là, sur nous à cause de cette décision-là. Donc, c'est sûr qu'en termes de citoyens, les impacts des changements climatiques, on les vit à chaque fois plus quand il y a une décision comme ça qui se prend. C'est toujours difficile, c'est intangible, hein, mais on est capable de le modéliser puis de le mesurer. Pourquoi, dans ce cas-ci, c'est dommageable? C'est parce que tous les systèmes de tarification du carbone, c'est les systèmes qui fonctionnent le plus, qui font réduire le plus les émissions de gaz à effet de serre. Dans le monde, quand on compare les subventions, tout ce qu'on voit, là, Renault Vert, Renault Climat, toutes ces subventions-là pour nous aider à acheter des voitures électriques, tout ça, oui, ça fait un petit coup de pouce, mais ce qui marche le plus, c'est quand on agit sur l'industrie, veut pas, puis sur les carburants, sur le pétrole. Puis La ça, racine. la racine du problème des changements climatiques. Et Absolument. les seules façons d'avoir vraiment un contrôle là-dessus ou d'encourager ces entreprises-là à continuer à fonctionner, mais à fonctionner d'une autre façon, bien, c'est la tarification carbone qui fonctionne. Puis c'est pour ça aussi que dans l'accord de Paris, l'article 6 a été activé, puis que les pays ont dit oui, c'est ça la solution qu'il nous faut. Encore une fois, c'est une façon de tarifer le carbone. Ça fonctionne. Oui, et Ça puis de fonctionne. contribuer à mettre des fonds directement à la société et puis justement contribuer à la décarbonation, hein. Bon, c'est ça. Donc, l'autre volet, donc non seulement ça active la décarbonation, l'autre volet qui est dommageable pour les citoyens, et je comprends pas pourquoi on n'en a pas parlé plus, c'est que la tarification, la partie taxe carbone au Canada, ce qui était très bien fait là-dedans, c'est que l'argent qui était ramassé là, des industries était remis aux citoyens. C'était un chèque tous les 3 mois, entre 2 à 300 dollars à tous les citoyens où la taxe s'appliquait. Donc, C'est pas non c'est négligeable, non là. négligeable. Puis, donc, à la pompe, j'ai peut-être sur les petits sous, là, parce que c'est quelques sous là, Oui, sur les litres d'essence. Si dans mon mois, j'ai peut-être subi entre 50 et 100 dollars d'impact là, à la pompe, en échange, je recevais à peu près 300 dollars. Bien, là, l'idée de cette taxe-là, c'était de pouvoir, chez le citoyen, donner des moyens de faire des choix plus responsables. M'acheter un vélo, changer ma voiture pour une voiture électrique. Donc, on avait un double impact, là. Non seulement on faisait réduire auprès des entreprises polluantes, mais en plus, le citoyen, on lui donnait des moyens. Et là, dans une période économique difficile, bien, réalistement, le citoyen, il n'allait pas s'acheter un vélo, il allait payer son épicerie. Et à partir, donc, de maintenant, bien, 4 fois par année, ce chèque-là, il ne rentre plus, là. Donc, c'est une double mauvaise nouvelle, là, et pour le climat et pour les poches des citoyens dans les provinces où ça s'appliquait. ouais, c'est vraiment pas une très bonne nouvelle. Et effectivement, et en fait, là, le Québec est maintenant la seule province qui fera un prix sur le carbone. Donc, qu'est-ce que ça signifie concrètement? Donc, on entend là, qu'en effet, à la pompe, là, quand on achète de l'essence, nous, on a toujours cette tarification-là. Cependant, on estime qu'en quelques semaines, mois, cette différence-là va s'effacer parce que ça reste que les entreprises pétrolières qui peuvent
niveler leur prix quand même, puis qui vont à quelque part ramener le prix probablement, là. Donc, tranquillement, on ne la verra plus, la différence de prix. C'est juste qu'au lieu que ça aille à la taxe carbone, ben, ça va aller dans les poches des entreprises qui distribuent le pétrole. Mais aussi au Québec, par contre, la bonne nouvelle, c'est qu'on continue à se donner les moyens de financer des subventions, justement, comme je disais, pour le citoyen, là, les Rénaux Climat et tout ça. Bien, nous, l'argent de notre système de tarification carbone va dans ces subventions-là. Donc, au Québec, ça veut dire qu'on continue. C'est de l'argent aussi qui va dans de la conservation de la nature, qui va dans plein de programmes gouvernementaux qui sortent du ministère de l'Environnement. C'était traditionnellement appelé le Fonds vert, là. Souvent, on le connaît sous le nom de Fonds vert. Donc, nous, on continue à mettre ces efforts-là au Québec. Excellent. Et traditionnellement, COP Carbone conseille les entreprises de toute taille dans leur démarche de décarbonation. Vois-tu depuis plus de 10 ans, là, voilà, vois-tu un mouvement vers le passage à l'action, justement, concrètement sur le terrain? Parce que là, on parlait politique, on parlait choix, justement, institutionnels. Et là, sur le terrain, comment ça se passe? Oui, on accompagne non seulement les entreprises, mais aussi, je veux dire, les institutions, là. Donc, tout le volet municipal, c'est temps-ci qui bouge beaucoup avec les plans climat aussi. On est engagé là-dedans. Bien, c'est à plusieurs niveaux. C'est encore, on ne peut pas dire qu'il y a une grosse vague là, d'action. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que nous, dans notre quotidien, on entend de plus en plus des organisations, soit privées ou municipales, qui nous disent, bien, on ne veut pas juste un bilan puis avoir un chiffre. On veut aussi le plan d'action. Donc, de plus en plus, je pourrais dire, il y a peut-être 2-3 ans, les gens voulaient juste un diagnostic. Dis-moi combien j'émets de GES, puis je vais m'organiser après à l'interne. Mais on peut imaginer que ça finissait sur peut-être une tablette virtuelle, puis qu'on n'en parlait plus. Maintenant, l'engagement, on voit qu'il va plus loin. Donc, quand les gens nous contactent, là, tout de suite, c'est pour dire fais-moi vite le diagnostic parce que c'est important, il faut commencer avec ça. Mais c'est quoi le plan d'action? Puis de plus en plus, il faut que nous, on nous amène à parler à la gouvernance, puis on nous amène à parler aux instances décisionnelles. Donc, c'est sûr que depuis la pandémie, je peux dire, hein, nous, ça fait aussi qu'on a de plus en plus de demandes. L'équipe qui fait cette partie du travail grandit. Les entreprises qui s'engagent, je trouve, s'engagent avec beaucoup plus de connaissances, puis une sensibilité plus grande. Après, c'est dur de dire que c'est vraiment toutes nos entreprises au Québec qui seraient engagées, là. Ces temps-ci, il y a beaucoup de questions économiques aussi qui viennent s'ajouter. Donc, il faut continuer à aider ce mouvement-là, je pense. Parfait, justement, c'est vraiment la bonne transition justement pour se tourner vers Nicolas, hein. Donc, Nicolas Potvin, dans ton rôle à la direction des communications et du développement de COP Carbone, 2025 s'annonce riche. Déjà, Pauline a mis la table. La COP vit une croissance. On est près de 50 personnes. Plusieurs projets majeurs sont en cours. Ça signifie qu'il y a une accélération qui vient du milieu d'affaires et aussi politique à l'égard des enjeux environnementaux. Donc, on s'en va vers l'engagement peut-être. Est-ce que ça démontre une inquiétude du milieu, des différents milieux face au changement climatique? On parle universitaire, politique aussi, qui sont concernés. Oui, ça fait des années hein, qu'on crée un build-up pour être capable d'enfin de changer les structures profondes de certaines organisations, institutions, entreprises comme telles. Mais le timing présentement est spécial, hein. On sait qu'on a un timing politique, on a un timing tout ça. Donc, on est un peu dans le brouillard présentement, là. On a fait une bonne montée. Je te dirais que, dans le processus de changement de comportement, là, qu'on travaille depuis des années, c'est long à changer les comportements d'une société, des comportements d'organisation. On a fait beaucoup de mobilisation, de sensibilisation. Maintenant, on est vraiment rendu à la préparation au passage à l'action. Tu en parlais tout à l'heure, et au passage à l'action. Et c'est le bout le plus difficile dans notre secteur parce que développement durable, c'est un concept assez large et global. Absolument. Faire ton bilan carbone, c'est une chose, mais ton bilan carbone, c'est pas de la réduction. Tu en parlais tout à l'heure.
Fait qu'un plan aussi, c'est une chose. Et le mettre en application, c'en est une autre. Dans les grosses institutions, vous le savez, c'est comme il y a beaucoup de bureaucratie également. Ça ne change pas comme ça. Il faut que ça soit connecté avec la gouvernance, avec la planification stratégique. Et au-delà de tout ça, bien, il y a certains freins, il y a certains biais. C'est-à-dire que une entreprise qui est sensibilisée, qui veut bouger, qui veut... Nous, on s'intéresse beaucoup à l'économie circulaire, par exemple, je prends cet exemple-là. Mais si tu veux changer ton usine et avoir des principes d'économie circulaire, écoute, c'est profond, là. Il faut que tu changes les choses. C'est pas juste compenser la réduction carbone de tes déplacements. Fait que ça prend un degré d'expertise à un autre niveau. Et c'est dans cette direction-là qu'on va présentement. Dans la chaîne de changement de comportement, on ne prend pas tout le spectre. On va vraiment se concentrer aux ceux qui sont vraiment matures à passer à l'action. On parlait beaucoup d'early adopters, hein, les adoptants précoces avant. Oui, on est là, mais on est rendu un peu plus loin quand même, là. Il y a des gros joueurs qui ont avancé. Maintenant, comment créer un effet d'entraînement, un effet boule de neige, un effet domino? Bien, ça, il faut réinventer la manière de travailler avec ces organisations-là, ces entreprises-là. Et c'est ça qu'on est en train de faire présentement. Ouais. Tu disais tout à l'heure, on est rendu près de 50, on a un bon degré d'expertise et nous, on a un cocktail de projets assez hallucinants, là. Ouais. Sérieusement, on a des employés en France, à Montréal, un petit peu partout. Et on a à la fois un gros service de consultation et un gros service d'innovation avec des projets. Et quand on regarde tout ce mapping-là, c'est assez incroyable tout ce qu'on peut faire. Et c'est important de croiser tout cet écosystème-là pour développer, moi j'appelle ça souvent une recette, mais développer une manière de travailler avec les organisations, les entreprises pour les faire bouger. Est-ce que ça va par la collaboration, une relation one-on-one, mettre des leaders autour de la table? Il y a plusieurs chemins sur la table. On est en train d'explorer ça, mais assurément, tout le parcours, tu disais qu'on a plus de 10 ans maintenant, presque 15, donc bientôt. On a développé une intelligence d'affaires assez unique dans l'écosystème là-dessus, hein, parce que, oui, on génère, on ne peut pas dire profit parce qu'on est une coopérative de solidarité à but non lucratif, mais les fonds qu'on vient chercher, on les réinvestit soit en recherche en développement à des projets qui, on croit, ont le maximum d'impact pour la société. Absolument. Ben, d'ailleurs, parlons de projets avec un maximum d'impact. Peux-tu nous en citer 2, 3, justement, qui font une différence pour le Québec? Ben, dans notre courte histoire, hein, quand on parle je dis qu'on était peut-être fondé en 2011, 2012, j'oublie. 2011, merci Pauline. On a certains projets marquants. On a le fonds Inlandsys qu'on a lancé de concert avec Fonds d'Action, qui était le premier fonds basé sur des réductions de gaz à effet de serre. Maintenant, c'est un succès. On a réussi à assurer un bon leadership là-dessus. On a lancé également la première usine de biométhanisation coopérative. Agricole, oui. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que nous, on a une certaine autonomie, dans le sens où, oui, on peut aller bénéficier de certains programmes gouvernementaux, mais on n'est pas obligé d'attendre ça pour décider d'avancer. Dans ce cas-ci, on a regardé ça, on dit c'est bon, il y a les réductions, c'est un modèle d'économie circulaire, on va capter le gaz, on a négocié avec Énergie un modèle qui se tenait, on a développé ça et on a assuré un leadership. Maintenant, la filière biométhanisation commence à prendre de l'essor et si je me bombe le torse un peu au nom de Coop Carbone, c'est intéressant parce qu'on a joué vraiment un rôle pilier dans cette filière-là. Une usine qui fonctionne et qui produit véritablement de l'énergie. Oui, exactement. Donc, on va prendre les lisiers, on va aller créer du gaz naturel et on va créer ce qu'on appelle du digesta pour répandre sur les terres. Donc, au lieu d'avoir une très bonne odeur de fumier, ben, ça va être atténué grâce à ce modèle-là. Donc, c'est un modèle qui est vraiment intéressant, quand même complexe à développer, mais c'est des projets qui sont très porteurs chez nous. De là dessus, on a géré également la fabrique des mobilités. On est dans ce projet-là, Montréal en commun, donc tout ce qui est gouvernance des données. Et là, on a un projet qui me tient particulièrement à cœur, on offre des services d'accélération depuis plusieurs années. Et là, on est en train d'étendre ces services d'accélération-là pour les entreprises beaucoup plus matures. Donc, on collait vraiment l'innovation à des terrains d'expérimentation. On a fait notre marque beaucoup, comme tu sais, Olivier, en mobilité. Maintenant, on prend cette recette-là et on l'applique à nos autres secteurs d'activité, donc énergie, bâtiment, donc pour être capable de coller l'innovation et directement à des entreprises qui en ont besoin, mais pas que. Également, ce qu'on est en train de développer, c'est une approche pour être capable de faire du rattrapage. Parce que si on vise l'impact, on peut coller l'innovation, mais il y a beaucoup d'industries présentement qui ont surtout du rattrapage à faire. Et ça, on va avoir un gain majeur rapidement. Ça, pour moi, c'est du vrai passage à l'action. Parfait. Puis on est là pour les accompagner
Donc, Oui, puis on développe des nouveaux services par industrie. Donc, on peut faire un accompagnement one-on-one, encore, autre chose. Puis on est vraiment en train de développer une intelligence d'affaires par industrie pour avoir un maximum d'impact. Puis ensuite, tu parlais de euh, pas se limiter à une ville, une région, mais être capable justement d'avoir un effet boule de neige pour être capable d'avoir un maximum d'impact dans certains grands réseaux, notamment le réseau des coopératives auquel on est vraiment associé de manière bras dessus, bras dessous. absolument, de façon étroite. Donc, on est beaucoup dans les projets collaboratifs, concrets, avec l'écosystème, avec notre réseau. Et j'aimerais compléter avec toi notre événement phare, Forum Carbone, qui va se tenir le 16 septembre prochain au manoir Montmorency. Est-ce que tu peux déjà nous donner un extrait de la programmation en primeur? Quelles sont tes attentes aussi avec cet événement-là, justement? Est-ce que c'est pour mobiliser et trouver des engagements aussi? Oui, mais il faut comprendre pourquoi on fait ces événements-là. Nous, c'est notre 3e édition. Moi, quand je suis arrivé à la coop, ça fait peut-être 5 ans, une des choses que je me suis rendu compte, c'est assez incroyable, toute la data, l'information qu'on a accumulée dans des champs qui se croisent, là, c'est assez impressionnant. Et là, en m'étant rendu compte qu'on est assis sur une mine d'informations et on a des experts assez pointus dans ces domaines-là, c'est assez impressionnant, là. Et là, on s'est rendu compte, OK, si bien on génère de l'impact, on fait de l'accompagnement. Nous, notre mandat, c'était pas nécessairement de communiquer vers l'externe ou le citoyen parce qu'on fait beaucoup de B2B, business to business. Et là, dans le fond, écoute, on a plein d'informations à digérer, on peut donner des conférences, on s'est rendu compte qu'on a un bon leadership, on a un pouvoir d'attraction et c'est intéressant avec la stratégie événementielle d'être capable de canaliser ça, mais pas nécessairement être obligé de mettre Coop Carbone en avant. Si nous, notre ADN, tu l'as dit tout à l'heure, c'est des projets collaboratifs. Nous, on assure un leadership. Oui, on a de l'information à transférer, mais on met surtout des joueurs autour de la table parce que c'est pas en étant isolé qu'on va réussir à régler la crise climatique. Au contraire, il faut briser les silos. Donc, on a notre événement du 16 septembre, mais pas que. On donne des conférences, on est partenaire. Là, on est à Québec, on enregistre ce podcast à Québec. On est partenaire avec le sommet sur la colline, avec Écotech. Il va y avoir également le premier sommet Québec-Capitale-Climat le 2 juin prochain. D'ailleurs, allez vous inscrire, on est partenaire. On va d'ailleurs animer un panel sur la logistique urbaine. On est partenaire également avec Québec Net Positif. Donc là, on a vraiment une séquence de transfert d'informations assez intéressante qui nous amène à notre événement phare du 16, où là, on est en train, en toute transparence, on est en train de monter la programmation, mais pour assurer un continuum dans l'écosystème, il y a des grands joueurs qui mobilisent. Nous, on va vraiment se concentrer par industrie sur maintenant comment on l'opérationnalise dans votre entreprise, tant au niveau startup innovation, tant qu'au niveau du rattrapage. Présentement, on exporte beaucoup le tourisme durable, les pharmacies, autre chose, mais on va lancer la programmation prochainement. C'est à suivre. Absolument. Ouais. Et pour conclure, si vous deviez conseiller quelqu'un de proche ou voilà, des connaissances pour passer rapidement à l'action pour le climat, que lui direz-vous, Pauline, d'abord? C'est sûr qu'à mon niveau, je suis beaucoup dans le niveau politique, je vois l'influence, puis ces jours-ci, au moment où on enregistre au printemps 2025, il y a beaucoup de mouvements politiques. Donc, évidemment que les politiciens prennent leurs décisions pour faire plaisir aux citoyens, Hmm. puis pour aller chercher des votes. Donc, c'est important à travers les conversations qu'on a, les implications qu'on a, de faire entendre notre point de vue, puis l'importance de l'environnement, des actions que les gouvernements prennent pour la lutte au changement climatique. Il faut prendre tous les moyens qu'on a pour en parler. Quand il y a du porte-à-porte qui se fait chez nous là, par des candidats, il faut le nommer, ça, dans les choses les plus importantes. Bien sûr qu'il y a l'économie puis la réalité du quotidien, puis il ne faut pas oublier à un moment donné de faire une parenthèse sur les actions climatiques qui vont être prises par les gouvernements, puis de concrétiser ça dans nos votes. Puis moi, je ne suis pas là pour dire pour qui voter, mais d'aller voir dans les plateformes, puis d'aller voir où est-ce que ça vous rejoint, puis que c'est important S'éduquer. pour vous. S'éduquer, se sensibiliser pour des choix éclairés. Nicolas? Moi, je vous ramène peut-être il y a 3 ans. Moi, j'avais assisté à. Ma première COP à l'époque, c'était en Égypte. Et j'ai assisté à un forum économique mondial où on parlait des grands enjeux.
vraiment un niveau assez élevé. Et le message qui était envoyé, on est aux côtés de Fonds d'Action, plein de gros joueurs du Québec également, mais le message qui était envoyé, c'est que très bien, vous pouvez changer des comportements sociaux, vous pouvez faire plein de choses pour réduire votre impact. Vous allez toujours être critiqué parce qu'à un moment donné, vous avez besoin de prendre votre véhicule, autre chose, c'est une chose. Mais là, vous pourriez avoir le plus d'impact majeur, c'est vraiment, on parlait de voter, l'argent payé, c'est voter, c'est les placements. Ça veut dire que au-delà d'acheter, oui, tant mieux, j'encourage à acheter un produit plus éco-responsable qu'un autre, mais si vous rencontrez votre conseiller financier, ceux qui en ont, vous dites, moi, là, c'est dans mon ADN, je ne veux plus financer les énergies fossiles. Il existe une multitude de produits assez extraordinaires et juste en faisant ça, vous générez un impact beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grand que tout ce que vous pouvez faire dans votre journée de fermer la nuit à autre chose. Je ne dis pas de ne pas le faire. Il faut le faire également. C'est complémentaire. Mais si vous avez, j'allais dire la cause, si cet enjeu-là est très important pour vous, et il l'est, c'est tout le monde doit être concerné, mais ça, c'est un élément majeur que je recommande à tout le monde de faire. Tout à fait. Très bien. Donc, merci d'avoir été avec les solutions climatiques de la COP Carbone et nos deux invités, Pauline Robert, directrice générale par intérim de COP Carbone, et Nicolas Pauvin, directeur des communications et du développement chez COP Carbone. Vous étiez avec Olivia Vu. Merci, au revoir.